Notre invité du jour est engagé dans les questions de gestion des déchets, d'économie circulaire et de développement durable. À travers ses actions de terrain, son plaidoyer et ses projets, il défend une position claire. Les déchets ne sont pas un problème, mais une ressource mal exploitée. Bienvenue dans Green Stories, votre rubrique qui met en lumière ces histoires inspirantes, ces engagements concrets qui montrent que notre avenir est possible pour notre continent. Aujourd'hui, nous recevons M. Brice Bessy, président de l'Association pour la promotion de l'économie circulaire en Côte d'Ivoire. Bonjour M. Bessy. Bonjour Madame Moreau. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Alors, au-delà des titres et des fonctions que vous occupez, qui est Brice Bessy? Brice Bessy est un jeune homme passionné par l'environnement, la musique, la lecture, les voyages, père de 2 enfants. D'accord. Mari d'une seule femme, bien sûr, voilà, que je salue au passage, et qui a décidé de faire bouger les choses parce que la résilience, c'est un secret pour réussir dans ce monde. Et de quelle région de la Côte d'Ivoire êtes-vous originaire? Je suis Sokia, donc c'est une ethnie qui est moins connue en Côte d'Ivoire. Il y a plus de 66 ethnies en Côte d'Ivoire, donc on est de la région du Haut-Sassandra, précisément la ville de Vavois. D'accord. Ouais. Et quel a été votre parcours académique et professionnel? Ok. Déjà, mon parcours académique, je le débute en 1992 à Béomi. Là, je vais terminer le primaire à l'école Huberson 4 Bad, comme on le dit, EPP, jusqu'à en 99-2000. J'ai mon entrée en 6e, je crois, André, avec 112 et quelques points. C'était pas évident à l'époque. Hein? Ah oui, ils avaient pris 92 cette année-là. Et donc, je commence les études secondaires au lycée classique et moderne 1 de Daloa, qui est aujourd'hui lycée 1, lycée 3, il a été scindé. D'accord. Et je continue mon parcours. J'ai le BPC en 2005. Et ensuite, je suis orienté en seconde C au lycée Antoine Gauze de Daloa, qui est le lycée d'excellence de toute la région. Ça, voilà. Je progresse, seconde C, ben, je ne continue pas en C, je pars en première D parce que j'ai toujours eu l'appétence à la littérature. D'accord. Et en première D, seconde C, je découvre la vie associative. On reviendra là-dessus. Okay, tout à fait. Je poursuis terminale 2008, terminale premier cours, ça passe pas. Je reprends. En 2009, j'ai le bac, série D au lycée Antoine Gauze. Et j'avais pour idée soit de faire la philosophie, les lettres modernes ou l'anglais. Et mon grand frère que je suis directement, qui est pasteur aujourd'hui, me dit non, lui, il a déjà fait le droit et que le droit, ça avance vite et c'est bien et il pense que je peux le faire. Je dis bon, allez, je teste. Je dis, ben, je sais une fois si ça ne marche pas, moi, je choisis ma propre branche. C'est comme ça que je déménage de Daloa, je m'installe à Abidjan. On était à la cité universitaire de la Riviera 2, juste au rond-point de la 2, là. Et on commence l'année, je suis les cours. On avait les professeurs comme les Matins Bleuou et autres, qu'on avait l'habitude que de voir à la télévision, de voir un tel professeur de cette carrue-là t'enseigner. Tu te dis, waouh. Mais après, tu te reprends pour dire, tu es venu pour un objectif, tu te concentres. Et la première année, d'un coup, je suis parmi les majors. J'ai la bourse financière, je crois que c'était 240 000 francs CFA qu'on offrait l'année. Et j'ai dit, bon, ça va, j'ai trouvé mon parcours. On était en quelle année? On était en 2009-2010. C'est là que j'entre à la fac de droit Abidjan. D'accord. Et première année, ça marche. Ensuite, donc 2010-2011, en deuxième année aussi, je suis parmi les meilleurs. Je rafle encore la bourse financière. Et malheureusement, on connaît la crise. Pause. Connaît la crise. Ma mère, elle me dit, oui, tu peux faire grande école, tu peux te réorienter. Je dis non. Moi, la fièvre du droit m'a déjà prise. C'est ça. Je ne peux que faire ça. Et comme les parents ne peuvent pas s'offrir une université privée, donc pendant les 2 ans, je replie à Daloa. J'ai ma cabine téléphonique en face de mon école. Je fréquentais, ça a été un moment, parce que tu vois les gens qui passent, on dit, il n'a pas réussi sa vie et tout. Voilà, on voit. Et les 2 ans passent et nous revenons 2012-2013 à Abidjan. La deuxième année, la troisième année, paf,
non, la deuxième année, on reprend, là, puisqu'elle a été interrompue avec la crise. C'est ça. Je suis parmi les meilleurs encore par la grâce de Dieu. Ensuite, la licence en 2013-2014. C'est la licence 2013-2014, c'est une année particulière parce que malheureusement, là, je perds ma mère. Du cancer de col de l'utérus. Donc, prévention, toutes les dames, faites ce qu'il faut. Les hommes, soutenez les dames pour ça. Et je passe en Master 1, droit privé général. Donc, malgré le décès de maman, j'obtiens la licence en droit privé en 2013-2014, droit privé général. On peut dire que ça a été une motivation. Oui, effectivement, je me suis dit, finalement, bon, tu n'as plus personne, c'est vrai que humainement, mais vas-y à fond. Et en maîtrise, la première année, j'ai une matière que je dois reprendre. Et c'était une seule matière. Donc, j'ai dit, waouh, c'était en 2015 d'ailleurs. Mes amis ont validé, ils ont commencé à dérouler leur projet. Et moi, je dois reprendre une seule matière. Et donc, je dis, bon, au lieu de passer mon temps à la maison, faire autre chose, je vais chercher un stage dans soit une office notariale, voilà, soit un office notarial plutôt, soit un cabinet d'avocat ou un service juridique. Et c'est comme ça que je trouve le stage à l'Agence nationale de l'environnement en tant que juriste environnementaliste. Donc, voici un peu mon parcours. Ça, c'est académique jusqu'à ce que je débute le stage. Effectivement. Voilà. Après le stage, je fais 2 ans là-bas en tant que juriste environnementaliste avec quelques promesses d'embauche. Mais bon, tout le monde sait ce que c'est que la vie de stagiaire, malheureusement, en Côte d'Ivoire. On me relance de manière interminable sans me confirmer, mais je travaille comme un confirmé à fond, en fait. C'est ça. Mais j'ai pu développer les activités génératrices de revenus. Voilà, j'avais ma structure de cours à domicile. Ça s'appelait Excellence cours à domicile. J'ai eu tellement de clients que j'en ai fait de la sous-traitance avec d'autres amis, donc ça m'a permis de subvenir à mes besoins en tant qu'étudiant et de rester focus sur mon objectif. Finalement, au bout des 2 ans, on me dit, vous libérez le tabouret, comme on dit ici, parce qu'ils ne pouvaient pas m'offrir mieux. En attendant, j'avais encore candidaté dans des cabinets d'avocats. Par la grâce de Dieu, il y avait des enfants que j'enseignais dont l'un des pères était avocat. D'accord. Voilà, donc j'en parle à sa femme, je dis, j'enseigne vos enfants, mais moi, je suis titulaire d'une maîtrise en droit privé carrière judiciaire. Mon projet, ça a été toujours de bosser en cabinet d'avocat et j'étais passionné. Je regardais les séries de cabinets d'avocats pour me projeter. Et ensuite, un jour va arriver, c'était en juillet 2000, on était en 2017. Je reçois un coup de fil et la maman en question me dit, Brice, appelle tout de suite ton tonton qu'il y a un poste qui vient de se libérer dans son cabinet et tout et tout. Donc je l'appelle, il me dit, il n'y a pas de problème, retrouve-nous au cabinet, demain je vais te présenter mon associé. D'accord. J'arrive, on me présente à l'associé. Il n'y a pas d'entretien, c'est formalité rapide. On me connaissait déjà puisque j'enseignais leurs enfants. J'étais comme le grand garçon de la maison. Il y avait de très jeunes enfants. Les parents nous les confiaient par la grâce de Dieu. Et il y avait du beau travail. Les enfants montaient en compétences. Et va débuter ma vie, là, maintenant, de juriste collaborateur en cabinet d'avocat. Je vais découvrir comment fonctionne un cabinet d'avocat. Notre rôle, c'était tenir l'audiencier, c'était rédiger les requêtes en termes de tout ce qui est assignation, tout ce qui est PV, tout ce qui est délégation. Et ça m'a permis, en fait, de renforcer davantage ma pratique du droit. Tout à fait. C'est vrai que là-bas, ce n'était pas forcément environnement, mais moi, j'ai pu tirer le droit de mon côté. Je me suis spécialisé en droit du foncier rural là-bas. D'accord. Qui parle du foncier, c'est la terre nourricière. Donc, je travaille là-bas pendant 1 an et j'ai des amis de promo qui me contactent, qui me disent, mais si c'est comment? Je dis, ouais, tout va bien et tout. Je dis, mais comment ça va là-bas vraiment? Je dis, moi, tout baigne. Parce qu'en réalité, j'avais le stage, on va dire, et le poste en cabinet d'avocat qui me garantissait autour de 80K par mois, stabilité. D'accord. J'ai pris mon studio en même temps, voilà, la vie commence. Donc, j'avais développé une activité génératrice de revenus de vente de vêtements aussi. Je prenais des costumes au black communément et puis j'aimais bien me mettre. Donc quand quelqu'un voit ça sur moi, je lui dis, tu me donnes les sous, on se laisse, comme on dit. Donc, j'avais les finances. Je lui dis, il me dit, mais comment tu t'en sors? Qu'est-ce que tu souhaites? Je dis, moi, j'ai tout ce qu'il me faut. Je ne suis pas dans l'aisance.
Mais la seule chose qui me manque, ou la seule personne qui me manque, c'est que je rencontre ma femme maintenant, qu'on se marie, qu'on déroule la vie, quoi. Je n'ai pas envie de... Évidemment. Ils me disent, non, on te connaît. On sait que tu es brillant. Nous, on est arrivé en France avant toi. Et ici, on s'en sort, on étudie mieux. On a la documentation en accès. Et puis, en plus, on a les jobs étudiants qui sont bien payés. Ils m'ont dit, tu gagnes combien par mois? Quand j'ai dit, ils ont dit, oh non, tu ne mérites pas ça. Je dis, ben les gars, ils étaient plus jeunes que moi. Moi, à cette période-là, j'avais déjà 31 ans. OK. Et ils étaient dans la vingtaine. Dans la vingtaine. Voilà, Okay. je dis, bon les gars, vous rêvez encore assez efficacement. Moi, je suis vraiment plus réaliste. Voici mes papiers. Débrouillez-vous, faites ce que vous en voulez. Si ça marche, gloire à Dieu. Si ça ne marche pas, moi, j'ai pris le temps. Et c'est comme ça qu'ils sont deux amis là. Ils vont faire la demande, ils vont faire la procédure qu'on appelle aujourd'hui la procédure de Campus France. C'est une stratégie qui permet aux universités françaises de recruter des étudiants dans toutes les universités publiques du monde. Okay. Donc, tu soumets ton dossier, ton parcours, ton projet d'études. Tu fais un entretien, par exemple, ici à l'Institut français et tout. Et si ton projet est porteur, l'université t'envoie une attestation d'acceptation. Okay. Ça veut dire que tu as une place qui t'est réservée. Okay. Là, maintenant, tu dois prouver et le justificatif de logement et le justificatif financier pour avoir les visas. Je me souviens de la date, je ne vais jamais l'oublier. C'était le 2 juillet 2018. J'étais allé payer ma facture de CIE à la Cité Rouge et je reçois le message. J'ai dit, waouh, je ne savais pas si je devais crier, mais en même temps, l'inquiétude que j'avais, c'est que je vais quitter mon pays, je vais tout abandonner. Mais c'était votre souhait en même temps? Quelque part. Un peu de découragement par rapport à ma situation puisque je n'avais pas de travail stable. D'accord. Mais en l'état, je m'étais créé une petite vie. De studio, j'étais passé à un appartement T2, comme on dit, une chambre-salon. Tout à fait. J'avais mes gros fauteuils, voilà, même si ce n'était pas un Gunther, comme on dit ici. J'avais ma petite vie, j'étais investi dans l'œuvre à l'église et tout. J'étais responsable de jeunes aussi à l'église. Donc, moi, en fait, mon seul besoin en cette période-là, c'était un contrat stable, mieux payé. Et puis de rencontrer la femme de ma vie. Bon, celle avec laquelle j'étais a estimé que tant qu'il n'y a pas de contrat signé, donc de salaire fixe, elle ne peut pas convoler en juste noces avec moi. Donc, ça, c'était mon besoin. Donc, quand ils me disent, t'es retenu, je saute. Après, je redescends à la réalité. Il faut faire toutes les démarches administratives. Et Dieu merci, je rentre là où je dois rentrer, dans la famille, chez les amis, les contacts et tout. Je réunis tout ce qu'il faut. Je dépose, je fais l'entretien à Campus France par rapport à mon projet académique, professionnel. J'ai pu, en tout cas, vendre mon profil parce que j'avais déjà travaillé plus de 3 ans en Côte d'Ivoire, même si en griffe, ce n'était pas rémunéré comme je voulais. Donc, ça plaidait en ma faveur pour dire que j'ai des diplômes, mais je ne suis pas resté qu'au premier frein, j'ai pu valoriser ces diplômes-là et à l'Agence nationale de l'environnement et au cabinet d'avocats. J'ai envie de vous demander, on comprend bien votre parcours où vous avez fait preuve de beaucoup de résilience quand même. Et à quel moment vous décidez concrètement de vous engager dans l'environnement et au niveau de vos études et au niveau professionnel, une fois en France? On va dire que en revenant un peu en Côte d'Ivoire, quand je rentre à l'Agence nationale de l'environnement, je vois que à l'Agence nationale de l'environnement, on va travailler sur ce qu'on appelle les évaluations environnementales. D'accord. Les évaluations environnementales des institutions classées. Ça veut dire que toute structure, toute entreprise, toute industrie qui est susceptible d'impacter l'environnement doit subir toute une batterie de tests avec des thèmes de référence pour déterminer à quel niveau l'activité industrielle va impacter l'environnement, proposer des mesures d'atténuation, des mesures de correction, ainsi de suite. Et c'est à force, pendant 2 ans du service juridique, je suis passé même au service des EUS et EES, j'ai été dans des rencontres au niveau de l'environnement, j'ai participé même avec mon chef à la rédaction du projet du Code de l'environnement de 2023, qui est aujourd'hui en actualité. Voilà. Donc, pendant 2 ans, j'ai baigné dans le monde de l'environnement avec des ateliers avec le PNUD, le PNIE et tout. Et c'est là que le goût de l'environnement est né. La preuve, quand mes amis m'ont dit on a l'opportunité, je leur ai dit moi je veux faire un master droit de l'environnement.
Ils m'ont dit, Clairement. voilà, ils m'ont dit, Brice, les spécialisations sont cherchées par les Français eux-mêmes, sont recherchées par eux. Donc, ça fait que le quota de recrutement et d'acceptation pour les spécialisations, il est très, très réduit. Donc, si tu veux garantir tes chances d'être accepté en France, dans une université, prends le général. Maintenant, une fois que tu es sur le territoire, tu te spécifies, tu te spécialises. Donc, mon amour pour l'environnement, il est né de l'Agence nationale de l'environnement. Ces 2 ans de stage ont ouvert mes yeux sur le fait qu'il y a des techniciens qui prennent soin de faire en sorte que notre environnement soit préservé. C'est vrai que eux, c'est leur travail séculier, classique. Tout à fait. Mais moi, ça m'a ouvert les yeux et je me suis dit, waouh, ça veut dire que je peux assurer la sécurité. En plus, on avait l'actualité des déchets toxiques, du propos, voilà, où il y a eu le problème parce que certains n'ont pas été aussi regardants que ça. Je me suis rendu compte, je dis, donc on peut être des veilleurs, on est des agents assermentés. Je pense que tous ceux qui travaillent à l'Andé, pour certains, sont des agents assermentés, comme au CIAPOL également. Et c'est là qu'est né. Donc, finalement, je ne fais pas le droit de l'environnement, je fais le droit privé général. La première année, comme on dit, je tape poteau. Pourquoi ? Parce que la France, comme tout lieu nouveau pour nous, il y a des dents, en fait. J'arrive, je n'ai pas un endroit où dormir, je squatte, on va dire, je cambodge, comme on dit dans le langage zougloutique, chez mon ami, mais je n'ai pas les conditions qu'il faut. Au bout d'un moment, il faut commencer à vivre, je me trouve un logement moi-même, je n'ai pas de travail, la famille aussi, ça chauffe, ils ont leurs problèmes en Côte d'Ivoire, donc on te dit, toi, tu as eu la grâce d'arriver en France, débrouille-toi là-bas. Donc, tu es laissé pour compte. Arrivé un moment, j'ai dû prendre une décision claire et précise. Je dis, soit je sacrifie le reste de mon année pour me concentrer sur le travail séculier, avoir suffisamment de sous pour que l'an prochain, j'ai suffisamment épargné pour étudier, ou je reste à jouer sur les 2 tableaux et finalement, je n'ai pas d'argent. Et je n'ai pas mon année. J'ai pris une décision. Donc, j'ai arrêté d'aller au cours. J'étais à fond dans le jossi, comme on dit. Je travaillais, on va dire, peut-être à 20 heures sur 24 heures. J'avais 3 boulots. J'étais véhiculé, Dieu merci. Donc, ça me permettait de jongler les 3. Je me tapais environ 2500 à 3000 euros dans la période estivale. Ça fait autour de 1,5 million, 2 millions, voilà, ici. Mais l'objectif, c'était d'économiser pour que l'année qui allait suivre, je ne prenne qu'un travail alimentaire, c'est-à-dire juste 4 heures par jour pour payer mes factures, mais que j'ai suffisamment d'argent pour sécuriser mon loyer toute l'année et que je passe toute ma vie à la bibliothèque. Parce que dans les grandes universités, le secret pour réussir, c'est de passer sa vie dans la bibliothèque, dans les livres, à faire des recherches, à travailler sur les fiches de TD. Mais nous, ici, déjà, on n'avait pas l'accès ou les bibliothèques, c'est juste parce que tu veux profiter du Fréon et du Wi-Fi. Les ouvrages, je suis désolé, monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur de la recherche scientifique, les ouvrages ne sont pas actualisés. Les salles de travaux pratiques, malheureusement, ne sont pas bien équipées. Donc, là-bas, j'ai fait ça. Après, il y avait le droit de l'environnement, le droit européen de l'environnement, Grenelle 1, Grenelle 2. Les lois, ça m'a permis de comprendre que ma passion pour l'environnement était une passion internationale, que ce n'était pas que pour la Côte d'Ivoire. Mais ça m'a fait monter sur le fait que tu peux être un porte-étendard, mais pour tout le monde, même à l'international. Et là, ça va te donner une bonne légitimité pour dérouler le projet. Donc, voilà un peu comment est parti le déclic environnement et je suis monté en compétences aussi, en connaissances sur les thématiques environnementales. On voit bien que votre parcours est assez riche, assez fait en dents de scie, mais que vous n'avez pas lâché en cours de chemin. Et il est arrivé durant ce parcours-là que vous financiez vous-même vos activités de sensibilisation. À quel moment vous vous dites « ça en vaut la peine » Je découvre que déjà, je vous ai parlé du scandale du bateau, là. Voilà, oui. Et du fait qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, comme dans plusieurs pays chauds, le paludisme tue. Malheureusement, c'est l'une des maladies qui décime la population. Et je me rends compte que c'est pas avant on nous disait oui, quitte le soleil sinon tu vas tomber malade. C'est vrai. Arrête de manger de l'huile. Non, après dans la recherche on se rend compte que ça est transmis par un vecteur
Le vecteur, c'est l'anophèle. L'anophèle, la femelle du moustique, prolifère dans les eaux usées. Tout à fait. Or, ces eaux usées-là sont entretenues par des déchets qui sont dans nos canalisations. Effectivement. Et quand ces déchets-là se retrouvent là, des gens sont malades, des gens en meurent. Aujourd'hui, l'une des premières causes de mortalité en Côte d'Ivoire, c'est le paludisme. Exactement. Donc, je me dis, il faut que je fasse quelque chose. Et pour les premiers pas, je pouvais agir que là où j'avais un peu de pouvoir. C'était dans l'espace de jeunesse, mais à l'église, dans l'espace religieux. J'ai été président de jeunesse locale, régionale, membre du bureau national. Donc, j'ai commencé à distiller auprès de mes proches ces positions-là et à partager ce que j'avais appris au niveau de l'Agence nationale de l'environnement. Et j'étais prêt même, j'ai organisé des conférences sur le foncier rural, mais sur la sécurisation du foncier rural, bien sûr, avec l'accompagnement de Dr Fadika Souleymane de la FAO, qui est aujourd'hui à l'agence, à l'AFOR, l'agence de foncier rural. Donc, il y a quand même, j'ai commencé avec mon engagement, mais Dieu a mis des gens sur mon chemin aussi pour me donner un coup de pouce pour que ça puisse marcher. Et en tant qu'acteur de la gestion des déchets, que ce soit ici en Côte d'Ivoire ou en France, vous insistez beaucoup sur l'économie circulaire. Mais c'est un concept, vous conviendrez avec moi, qui n'est pas compris de tout le monde. Comment définissez-vous l'économie circulaire? Donc, pour définir l'économie circulaire, je vais donner une définition, on va dire, littérale. D'accord. Et puis une définition assez pratique. D'accord. Pour commencer, l'économie circulaire est définie en Côte d'Ivoire par la loi de 2013 portant Code de l'environnement en son article 1. D'accord. Donc, tous ceux qui le souhaitent peuvent trouver la définition concrète. Le même concept est défini dans la loi de juin 2025 sur la lutte contre le changement climatique en Côte d'Ivoire. Donc, ça veut dire que la Côte d'Ivoire s'est approprié le concept. Donc, on va dire que l'économie circulaire, c'est un système qui permet à tous les niveaux du cycle de vie d'un objet de réintégrer les déchets pour améliorer l'efficacité du produit et contribuer à réduire l'impact contre l'impact sur l'environnement. Ça, c'est le littéral, ça, c'est le textuel. Tout à fait. Mais en français simple, Très le concept, simple, c'est que on va, comme son nom le dit, contrairement à l'économie linéaire, l'économie linéaire, c'est l'extraction de la matière première. L'industrialisation va me permettre de fabriquer un produit. Je vais vendre le produit. L'habitant, le consommateur va acheter le produit. Il va l'utiliser, il va le jeter. Et ça, c'est linéaire. Linéaire, jeté. Linéaire, jeté. Ils se sont rendus compte que si on continuait comme ça, on allait se retrouver à beaucoup de choses. L'économie circulaire, par contre, va dire extraction, fabrication, mise à disposition du produit, consommation, tri, recyclage, valorisation des déchets, éco-conception encore, réutilisation, réemploi, réparation, ainsi de suite. Donc, voici simplement pour dire vos déchets ou les déchets des uns deviennent des ressources pour les autres. Et comme ça, on fonctionne bien, on impacte moins, on améliore nos conditions de vie, on crée des emplois verts non délocalisables et puis on laisse reposer notre environnement, les ressources qui aujourd'hui souffrent à supporter, on va dire, la consommation mondiale. Aujourd'hui, il a été prouvé qu'à partir du mois d'août, nous vivons à crédit sur les ressources naturelles. Avant, c'était décembre. Après, c'est passé à novembre. Aujourd'hui, nous sommes au mois d'août. Ça veut dire que si nous ne faisons rien, on va tout consommer et finalement, on n'aurait rien laissé pour nos enfants et nos petits-enfants. L'économie circulaire a 3 domaines. Les 3 grands domaines, donc, on a les acteurs, on a tout ce qui est gestion des déchets. On a sensibilisation, changement de comportement. Et puis, on a engagement des acteurs économiques. Mais dedans, on a 7 piliers. Et donc, qu'on peut connaître. On a tout ce qui est éco-conception, on a réparation, réutilisation, on a l'écologie industrielle et territoriale, on a l'engagement des financiers, on a la prise en compte des gouvernants, des décideurs, parce que c'est eux qui vont établir le cadre. Mais par-dessus tout, on a la gestion écologique et durable des déchets. C'était un peu le thème de la formation que j'ai eu à donner hier à la disposition des acteurs de la société civile. Voici un peu le concept économie circulaire.
restez, on va dire, figurez-vous que vous n'avez pas besoin forcément de vous inquiéter du fait que le concept soit connu ou pas. Parce que à la réalité, c'est juste que les Européens ont mis un thème sur le principe. Je crois que c'est né en Finlande et ça a été récupéré par... Mais nous faisons l'économie circulaire depuis l'époque Mathusalem, comme on le dit. À Dalo, on fait des chaussures à base de peau d'animaux. C'est l'économie circulaire. Parce que si on ne retravaille pas la peau, elle est jetée. On fait on fait du claclo chez nous. Tout à fait. Vous aimez ça, non? Avec la banane, bien sûr. Voilà. Donc, le claclo, c'est la banane plantain qui est presque en fin de vie. Tout à fait. On va récupérer, on va rajouter la poudre de maïs pour ceux qui aiment le piment, un peu de piment dedans. Et on va faire frire ça. Et c'est très bon. On fait des meubles aujourd'hui avec des pneus. Voilà. C'est du upcycling. On va réutiliser même des tissus de jeans pour en faire d'autres. Voilà. Je pense qu'il y a un artiste coupé décalé qui avait fait un concept... à un moment où on disait Prudencia. Il était habillé en jean de plusieurs morceaux. Donc, l'économie circulaire, il faut juste changer notre manière de penser pour dire le déchet, ce n'est plus un problème, c'est un trésor, c'est une solution et réfléchir comment le valoriser. Et c'est ce qui vous emmène en octobre 2025 avec la diaspora ivoirienne vivant en France à créer l'association pour la promotion de l'économie circulaire en Côte d'Ivoire. À quels objectifs répond cette association? Cette association répond à plusieurs objectifs. Déjà, un objectif de cohérence avec mon projet de vie. D'accord. J'arrive en France, je fais un stage dans une direction développement durable et déchets. Parce qu'en temps, j'ai fait un dernier master qui s'appelle le Master 2 en économie sociale collaborative, responsable de projet. Et on me dit de chercher un stage. Mais c'est là que ma fibre environnementale va parler. J'ai plusieurs opportunités de stage, mais je vais chercher que les stages dans le monde des déchets. Je trouve un stage à la direction développement durable et déchets de la communauté d'agglomération Pau-Benne-Pyrénées, c'est au sud-ouest de la France. Et on me dit en 6 mois de travailler sur un projet d'accompagnement des acteurs associatifs pour le changement de comportement des habitants sur la question des déchets. Je le fais et mon stage va venir sanctionner l'obtention de mon diplôme. Donc ça, je commence à chercher du boulot. Je suis d'abord médiateur sensibilisation tri et déchets dans une collectivité en station de ski. C'est un peu au sud-est encore de la France. Et finalement, je suis recruté en tant que responsable de projet au CITRAD. C'est le syndicat de traitement des déchets en Ardèche et Drôme. C'est encore au sud-est de la France. Sur un bon projet, sur 3 ans. Donc, première année, je prends mes marques. Deuxième année, je suis plus à l'aise. Troisième année, je mets une pause. Je dis, Brice, ça fait 8 ans que tu es en France. Ce monde-là, tu as appris à le connaître, tu montes en compétences, mais qu'est-ce que la Côte d'Ivoire, ton pays, peut gagner de ta compétence? J'ai dit, je peux venir travailler ici. Bon, ça, c'était une vue de l'esprit. Donc, je regarde l'environnement, on a l'ANAGED, on a le CIAPOL, on a des acteurs. J'essaie d'aller en attaque directe, mais la conception, c'est qu'il ne faut pas qu'ils viennent nous prendre notre place, il faut demander l'audience à la directrice, c'est assez compliqué l'environnement, tu te rends compte que c'est, comme on dit, un panier à crabes, voilà. Donc je replie et puis je comprends que ça va être difficile, mais c'est pas impossible. Et malheureusement, je perds mon père adoptif, le mari de ma tante là. Je viens aux obsèques et pendant le vol dans l'avion, j'étais en train de lire ma Bible et je me rends compte que je peux agir sous forme associative. J'ai dit, je n'y avais jamais pensé. Et j'ai dit, mais donc sous quelle forme? J'ai dit, mais il y a déjà des associations de protection de l'environnement. Ça, il y en a. Depuis que j'étais à Landé, il y a même une fédération d'associations. J'ai dit, association déchets. Je dis non, ils vont voir ça, c'est un peu, voilà. Et économie circulaire. J'ai dit, ça, par contre, c'est innovant, c'est nouveau et ça, c'est transversal parce que, voilà. Et j'ai dit, bon, allons-y. Donc, je trouve l'acronyme parce que je ne voulais pas que ce soit Association Promotion Économique Circulaire des Ivoiriens. Ça nationalise le projet. Or, il faut juste que la personne aime et ait des intérêts pour la Côte d'Ivoire et aime mon projet. Parce que l'objectif,
c'est de mobiliser aussi des fonds via des partenaires internationaux pour agir ici au niveau des associations. En France, on a le Secours catholique, Emmaüs et d'autres acteurs, même habitants classiques, qui peuvent accompagner. Donc, c'est comme ça qu'en octobre, dès que j'ai l'idée, j'en parle à un premier ami, Christian Desnoël, que je salue au passage, il suivra le podcast. Il me dit, oui, c'est parfait, allez, envoie-moi tout ce que tu as rédigé là-dessus. Je lui envoie, paf, il utilise un prompt, ça génère, on construit notre plan d'action et tout. Et je fais les obsèques de mon père. Et le dimanche, j'avais 2 amis journalistes, ils sont jumeaux même d'ailleurs, les frères Zio, les Zio Parfait qui est à la Synthèse Info, et puis Zio Anissé qui est au quotidien Le Bélier. Et ce sont 2 amis très proches. Déjà, il y a un faux Yacouba là, qui est mon beau-frère dedans, il a marié une de mes petites sœurs. Eux, ils couraient après moi depuis des années pour me demander de m'engager dans le cadre de la protection de l'environnement et qu'eux, ils allaient m'accompagner dans la communication. Et c'est comme ça que le dimanche après les obsèques, puisque je dois retourner en France le lundi, ils me disent non, il faut faire une interview. Donne-nous une interview par rapport à ton association. Je dis OK. Et séance tenante, nous faisons l'interview et ils diffusent, ils vont la partager à leurs amis journalistes. Il y a un nouveau concept et ça va inonder la toile. Donc, c'est comme ça que on va se dire avec des amis, il faut travailler à la gestion durable des déchets en Côte d'Ivoire via l'économie circulaire. Donc, il faut faire une promotion et une sensibilisation en présentant le concept, en le démystifiant. Il faut aller au contact des populations et il faut sensibiliser la masse. Et justement, dans le manifeste de votre association, on lit une phrase très importante qui nous dit que le déchet n'est pas un problème, mais plutôt un trésor que nous n'avons pas encore appris à exploiter. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Nous voulons dire qu'avec l'économie circulaire aujourd'hui, nous tenons le bon bout. D'accord. Le bon bout, pourquoi? Parce que l'économie circulaire permet de gérer au mieux les déchets. Ça résout la question de la santé. Parce qu'aujourd'hui, j'ai parlé du palu, mais pas que le palu. Aujourd'hui, parfois, on utilise la nourriture dans le plastique. Ça agit sur la santé. Ça va créer des emplois qui ne nécessitent pas de grandes qualifications. En France, on a les centres de tri. C'est juste de mettre des plastiques de côté et certains d'autres. Ça va contribuer à l'amélioration générale de l'environnement. Donc, à améliorer le niveau de vie et l'espérance de vie ivoirienne. Donc, pour nous, c'est très important d'aller là-dessus. Et quand on dit qu'on n'a pas appris à exploiter, effectivement, on n'a pas appris parce qu'on est resté dans la psychologie du déchet, c'est un problème. Et un problème, on s'en débarrasse. Et très souvent, à Abidjan, malheureusement, on se débarrasse partout de notre problème. C'est vrai. Et comment justement arriver à ce changement de mentalité-là? Parce que, mine de rien, on considère sous nos cieux les déchets comme quelque chose dont on doit se débarrasser, comme vous venez de dire. Comment arriver à un changement de mentalité pratique, de manière pratique? Quelqu'un m'a dit, les habitudes ont la peau dure. Mais si ça a la peau dure, il faut taper dur aussi là-dessus. Je vais prendre l'exemple du Japon. Aujourd'hui, le Japon est le numéro 1 en matière de gestion des déchets. Ils organisent même tous les ans la Coupe du monde de collecte et de tri des déchets. Le Japon a décidé d'inscrire dans le programme éducatif la gestion et la protection de l'environnement comme parcours d'enseignement depuis le bas âge jusqu'à l'université pour permettre aux enfants, aux jeunes gens d'être sensibilisés. Une maxime dit, si tu veux des enfants qui sont engagés demain, des hommes demain, tu agis sur les enfants d'aujourd'hui. Donc, on va dire la solution pour nous, c'est sensibiliser. Sensibiliser, informer, aller au contact. Mais sensibiliser seul ne suffit pas. Nous, là-bas, on dit sensibiliser, mais après, on dit accompagner. Parce que pour que quelqu'un change de comportement, il faut l'accompagner. Dans l'accompagner, on peut donner de la carotte, on peut faire des réductions. Voilà, dans certains endroits, on dit tu ramènes tes déchets, on te fait un bon de réduction. Et ça marche bien, voilà. Et après, il faut que l'État se saisisse du projet et déploie. Mais à la fin, le côté qui n'est pas trop juste, mais c'est nécessaire, il faut sanctionner. C'est la vie. Tout simplement. Malheureusement, en Côte d'Ivoire, les déchets, vraiment, c'est une problématique. On se demande si on va y arriver un jour. Et j'aimerais vous demander,
il y a tellement de textes de loi. On a le code de l'environnement, le code de l'hygiène, on a le décret de 2013 qui interdit tout ce qui est commercialisation, utilisation de sachets plastiques. Mais paradoxalement, qu'est-ce qu'on constate? Nos villes sont polluées par des tonnes de déchets chaque jour. Comment arriver à ce que ces textes de loi soient respectés et appliqués en Côte d'Ivoire? Déjà, sur la question, je vais préciser que ça fait 13 ans que le décret il est en place. Et effectivement, il n'est pas respecté. Malheureusement, parfois, nos lois qui devraient être l'émulation de la base, donc de la population qui est appelée à la table pour discuter afin de produire une loi juste, ne suivent pas ce parcours-là. Ce sont des lois parfois parachutées, parfois imposées par les organisations internationales de manière déguisée, ou parfois c'est le résultat du lobbying des structures des entreprises. Donc, le fait d'avoir imposé de ne pas tout de suite utiliser le plastique sans avoir écouté le consommateur, nous allons à contre-courant de la réalité de la vie. Donc, finalement, on a le résultat que les gens ne suivent pas. L'autre chose, c'est que il a été vendu le concept comme quoi le plastique facilite la vie. Je peux facilement transporter mon truc, je peux l'emporter, je peux facilement m'en débarrasser. Et la conception, ça a été ça. Nous, aujourd'hui, nous disons que déjà, il faut simplifier l'information. Voilà, c'est le décret, oui, mais il faut le rendre vraiment plus digeste parce qu'on sait le taux d'analphabétisation qu'il y a en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, il faut passer le message peut-être en plusieurs langues en Côte d'Ivoire. Et il faut vraiment que les acteurs associatifs, donc la société civile, les ONG, les associations, les collectifs des quartiers et tout, soient impliqués, ils se sentent associés. Et donc, il faut que ce soit une co-construction de plans d'action. Ce n'est pas je reste dans mon bureau et je balance l'info. Non, je viens sur le terrain, je rencontre. Et nous, l'APEXI, nous avons prévu aller rencontrer les moments au marché, les élèves à l'école, les taximètres, les transporteurs. Pourquoi ils n'arrivent pas à se défaire de ce sac plastique-là et tout ce qui est plastique jetable. Donc, il y a tout ça à faire. Mais également, l'État de Côte d'Ivoire a les moyens de coercition pour sanctionner. La preuve aujourd'hui par rapport à la limitation des vitesses, les Ivoiriens en savent quelque chose dans le porte-monnaie. Donc, si dès le départ, nous sanctionnons très sévèrement les entreprises qui fabriquent ces sachets plastiques-là, il n'y en aura plus sur le marché. Finalement, les gens seront obligés de trouver une autre solution. Et cette solution sera écologiquement recommandable. Le secteur de la gestion des déchets regorge de plusieurs acteurs. On a les collecteurs, les recycleurs, toutes ces entreprises engagées dans tout ce qui est écolo. Comment pensez-vous qu'on peut arriver à structurer tous ces acteurs-là pour que ce secteur devienne un pourvoyeur d'emplois? Aujourd'hui, l'État de Côte d'Ivoire, depuis 2023, a la stratégie nationale de l'économie circulaire. Avant ça, il y avait d'autres engagements, puisque depuis la COP de Paris en 2015, il y a ce qu'on appelle les CDN, ce sont les contributions des nations. Donc, chaque État va prendre un engagement pour dire, moi, je vais contribuer à la baisse du réchauffement climatique en faisant en sorte que mes activités émettent moins de gaz à effet de serre. Et dedans, il y a une partie déchets. Donc, dans cette partie-là, on demande à l'État de Côte d'Ivoire, à sa direction, la direction l'économie verte et la responsabilité des organisations, Dr Bocho, que je salue au passage, d'appeler à la table tous les acteurs associatifs, tous les acteurs de l'écosystème ivoirien, toutes les structures, toutes les forces vives pour discuter, pour échanger, pour voir comment est-ce qu'on pourrait travailler ensemble. Mais concrètement, sur votre question, je dirais, l'État peut ouvrir une plateforme pour faire ce qu'on appelle la cartographie des acteurs du monde des déchets. Parce que ces acteurs-là existent, mais ils sont informels. Ça et là, ils n'arrivent pas à capter tous les déchets que nous produisons. Et parfois, ils captent, mais le traitement n'est pas ça. Donc, l'idée, c'est vraiment de les identifier, de les former, de les accompagner et d'en faire vraiment une compétence reconnue. Donc, si on comprend bien, l'État seul ne peut pas gérer cette problématique. Et vous le dites bien dans votre manifeste, il faut associer les collectivités territoriales, la société civile, les citoyens, le secteur privé.
Comment y arriver? C'est le cas, d'abord même le constat, c'est le cas même pour les pays au niveau international. France, États-Unis, Japon et tout et tout. Aucun pays n'arrive avec tous les moyens qu'il a à faire changer le comportement des habitants. Et d'ailleurs, dans la hiérarchie des structures qui détiennent une autonomie et un pouvoir sur les habitants, généralement, les associations ont plus de légitimité. Elles sont plus proches des habitants parce que les associations sont constituées et elles sont mises en place par les habitants. Et en plus, il y a les forces vives. On ne peut pas, nous ne pouvons pas faire changer les choses si nous ne associons pas les acteurs. On le dit aisément. Si tu fais quelque chose pour moi, sans moi, tu le fais contre moi. Donc, si l'État veut améliorer la prise en compte de ces décisions, si l'État veut améliorer l'adhésion générale des habitants, des Ivoiriens à toutes les normes, tous les principes que l'État va émettre, il faut que l'État travaille à plus d'inclusion, plus d'associations, plus de co-construction, plus de consultation avant de prendre des décisions pour dire j'interdis ceci, j'interdis cela. Et que répondez-vous à ceux qui estiment qu'il faudrait simplement dupliquer le modèle européen, le modèle occidental sous nos cieux en Afrique, dans le cadre de la gestion des déchets? Je réponds que c'est une technique qui est désuète. Et je réponds que c'est un raccourci, on va dire, intellectuel. Parce que l'Europe n'a pas les mêmes réalités que nous. La psychologie africaine est diamétralement différente de la psychologie européenne. Moi, aujourd'hui, c'est pour ça que je vends mon profil. Je leur dis, j'ai bossé ici déjà. Je suis ivoirien. Je ne suis pas né en France. Je partais, j'avais 31 ans. J'étais un homme, voilà. Donc, je connais la conception de l'Africain, de l'Ivoirien par rapport aux déchets. Mais j'ai bossé aussi en France. Donc, je peux prendre, et c'est dans ce cadre-là que l'APEXI fonctionne, je prends ce qui est bon là-bas et je l'adapte ici parce qu'il faut un récit. Pour sensibiliser les gens, il faut un récit. Et c'est pour ça que l'APEXI travaille à montrer aux gens que ce n'est pas que l'économie circulaire, c'est waouh, ça vient de chez les Blancs. Non. Ça existe chez nous, mais nous avons besoin de nous approprier le concept. Moi, je pense qu'il faut éviter de proposer des lois ou des normes qui sont hors sol. Il faut travailler, va consulter les habitants dans les villages, dans les communes, écouter. Ça permet de respecter les collectivités, respecter les associations. Et d'ailleurs, même les mairies, les départements, et aujourd'hui, on a les districts autonomes, devraient aller consulter les quartiers, consulter les habitants, parce que c'est ceux-là qui consomment. Et c'est ceux-là qui produisent des déchets. Effectivement, donc être plus proche de ceux qui sont les premiers concernés par la problématique. C'est cela. Par ailleurs, on note un pourcentage de recyclage à l'échelle mondiale d'environ 13,5%. Que répondez-vous à ceux qui disent que pour gérer les déchets, il faut simplement réduire nos déchets à la base plutôt que se concentrer sur l'économie circulaire? Quel est votre avis sur la question? Très bien. Je dirais à ces personnes-là que dans l'économie circulaire, il y a changement de comportement. Et dans changement de comportement, il y a réduction des déchets. D'ailleurs, on dit le meilleur déchet, c'est celui que nous ne produisons pas. Tout à fait. Donc, parce que dans la pyramide des traitements des déchets reconnus par l'Union européenne et qui est bien sûr homologuée et reconnue par les autres, on a la prévention au sommet. On a la réutilisation, le réemploi, le recyclage. On a la valorisation énergétique et organique. Et au bas niveau, on a l'enfouissement. Donc, je leur dirais qu'ils ont parfaitement raison. C'est pourquoi l'APEXI parle de l'économie circulaire parce qu'on commence déjà de la base. Tu veux faire changer un comportement, tu ne vas pas aller dans un changement drastique pour dire ne produisez pas de déchets. On veut juste aller pas à pas, mais l'objectif, c'est vraiment d'emmener des gens à ne pas réduire et à réduire les déchets plutôt. Oui. Par exemple, au lieu d'utiliser les bouteilles en plastique, que chacun ait sa goutte. Simplement. Comme ça, voilà. Simplement. Mais je l'ai dit dans la formation hier, j'ai dit, ça veut dire qu'il faut demander à la SODECI de produire de l'eau potable. Voilà qui est clair. Voilà. Est-ce que vous avez un appel à lancer à l'État de Côte d'Ivoire déjà, au secteur privé et à toutes ces personnes qui ont quelque part un pouvoir de décision en Côte d'Ivoire? Déjà, à l'État de Côte d'Ivoire, je veux lancer un appel au nouveau ministre, voilà, son Excellence, M. Bamba,
qui est ministre de l'Environnement et de la Transition écologique, pour dire que voilà, les enfants de la Côte d'Ivoire ont compris qu'il faut préserver l'environnement et que nous nous mettons à leur disposition pour, avec la petite expérience acquise ici et ailleurs, travailler à ce qu'il y ait un changement de comportement des populations. Aux acteurs de la société civile, leur dit que nous avons un pouvoir de décision. On dit que c'est le client qui est roi. Ce n'est pas seulement dans le commerce. Ça veut dire que c'est l'habitant qui décide parce que les structures, les enseignes suivent ceux qui ont l'argent et ceux qui payent, c'est-à-dire la clientèle. C'est à nous de prendre notre bâton des pèlerins et de porter la voie de l'économie circulaire. L'APECCI seul ne peut pas couvrir toute la Côte d'Ivoire. Il y a de la place pour tout le monde. Je termine avec les habitants. Changeons maintenant. Choisissons de souffrir maintenant pour être mieux demain et que nos enfants, nos petits-enfants soient bien. Parce que je crois que si nous réduisons les déchets, nous irons moins à l'hôpital, nous allons être bien nantis, bien épanouis. Et là, nous aurons pu préserver une Côte d'Ivoire bénie, une Côte d'Ivoire unie, mais une Côte d'Ivoire qui est vraiment celle à laquelle nous avons tous rêvé et pour laquelle nous sommes prêts à nous battre. Voici mon mot de fin. Merci, M. Bessi. Merci d'avoir répondu à notre invitation et d'avoir partagé votre expérience avec nous. Vous l'aurez compris, la gestion des déchets peut devenir un véritable pourvoyeur d'emplois. Seulement si ce secteur est correctement structuré et si chacun de nous voit en ces déchets une nouvelle ressource à exploiter. Ne l'oublions pas, en Afrique, 90% des déchets sont mal gérés. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous très bientôt pour un nouveau numéro de Green Stories.